On accueille nos invités dans cette deuxième partie, Sébastien Denaja et Pierre Charon. Bienvenue à tous les deux, messieurs. Je vais vous poser la première question, monsieur Denaja, puisque Rachid l'a dit, la première étape du démantèlement de la jungle de Calais s'est déroulée comme prévu aujourd'hui. On a eu des chiffres, déjà 2318 migrants accueillis ce soir. Qu'est-ce que vous dites? Ouf, ouf, ça s'est fait? Je dis que l'engagement avait été pris, l'engagement est tenu. François Hollande s'était déplacé lui-même à Calais récemment. Avant cela, d'ailleurs, il était allé à Tours, dans un centre d'accueil et d'orientation. Il avait rappelé ce qu'était le devoir de la France, un devoir humanitaire, un devoir de dignité, d'accueillir ces personnes qui fuient souvent de grands dangers, la guerre principalement. Et donc aujourd'hui, la France fait son devoir. Et moi, je suis plutôt fier de voir que les choses se passent bien, que nos forces de l'ordre, très mobilisées, on peut une fois de plus leur rendre hommage. Et loin de tout ce qu'avaient pu dire les Cassandres, on voit que les choses se passent bien. C'est une fierté d'abord pour les forces de l'ordre française, coordonnée par le chef d'État de l'État lui-même tout à l'heure depuis la place Beauvau. C'est ce qu'on a vu. Alors, faut peut-être pas crier victoire non plus trop vite. C'est pas complètement achevé. Hein. On est sur un total de 6 à 8 000 migrants. Il reste encore des bus au départ des différentes régions demain. Pierre Charon, effectivement, quand on entend Monsieur Denaja, on a raison de le dire. Sur les 451 CAO, ce sont ces centres d'accueil. Hein, seulement 8 incidents, et ce sont des chiffres officiels qui ont été relevés sur cette journée. Seulement 8 incidents. Donc on peut dire que pour l'instant l'opération est bien menée et que les choses se déroulent le mieux possible, le mieux du monde. Oui, c'est bien, c'est la première journée avec 1500 gendarmes, remarquez, il y a peu d'incidents. Le problème c'est après. Lorsqu'ils vont arriver, l'accueil des populations, qui sont des populations extrêmement sympathiques. La France est très accueillante et c'est sa tradition. Mais là, c'est un peu différent. Vous qui êtes élu local aussi, vous savez comme maire que ça va pas forcément emballer vos électeurs, que de voir arriver des gens qui vont s'intégrer plus ou moins. Ça dépend des endroits, mais ça va être affreux pour un certain nombre dès lors que les maires sont forcés. Alors on parle de dialogue et on force les gens à accueillir. Je ne crois pas que ça marche longtemps. Il y a des grands jeunes gens qui sont là, qui sont très jeunes pour la plupart, et qui vont arriver à 70 dans les villages de 3000 habitants. Mais comment ça va tenir? Comment ça va se passer? Vous voyez quand même le rapport, Monsieur Charon, 70, enfin c'est 50-60 maximum hein, dans les différents centres. 70 sur une population au minimum dans un village au minimum de 3000 habitants, je me trompe pas. Oui, non mais tout à fait. Donc on est quand même dans des proportions qui en gros, ce qu'on a laissé si longtemps à Calais. Moi, sur l'après, je vois bien que ça préoccupe les gens et c'est tout à fait normal. Pour cause. Alors, je ne suis pas maire parce que nous, on est contre le cumul des mandats. Le sénateur maire à 7, il est UMP justement l'année dernière. Non, mais je le dis d'autant plus, le sénateur UMP a accepté, sur l'invitation notamment du préfet et avec l'accord du village vacances protestant notamment de 7, d'accueillir une vingtaine de migrants. Tout de suite, j'avais été appelé par des parents d'élèves de l'école voisine, les habitants du quartier qui s'inquiétaient. Et puis finalement, 3-4 mois après, les choses se sont très bien passées. Les gens pleuraient même au départ de ces jeunes, parce que de qui on parle en fait? On parle de gamins. Pas de papier, c'est quand même curieux. On parle de gamins qui ont 18 ans, 19 ans, ils sont érythréens, ils sont somaliens, ils fuient la guerre. Soudanais. Et franchement, on voit justement ce qu'est la grandeur du peuple français quand elle renoue cette tradition d'accueil. On parle de 6000 personnes, ça fait quoi? Ça fait 0,01% de la population. Donc la France a tout à fait les moyens de le faire. Et je le dis d'autant plus que j'ai été choqué ce week-end. Choqué de voir notamment Monsieur Estrosi, qui aspire à revenir au pouvoir avec votre ami Nicolas Sarkozy, dénoncer quoi? L'arrivée d'un bus à Nice avec 14 personnes. Et dans ce bus, il y avait quoi? 8 enfants? C'est ça la droite qui veut revenir au pouvoir? C'est ça la droite qui veut revenir au pouvoir? On se croit dans un conte de fées. Non, mais est-ce que la droite, et Natacha, est-ce que les valeurs humanistes, la maire de elles Calais, ce qu'elle en pense? Attendez, il s'agit de gens qu'on aurait pu mettre bien avant dans d'autres centres, qui ne voulaient pas y aller, et la plupart n'ont pas de papier. Ce ne sont pas des réfugiés politiques. Ce sont des gens qui n'ont pas de papier. Alors, ou on applique la loi, et depuis qu'elle est arrivée, la gauche ne l'applique pas du tout dans ce sens-là, ou alors on leur donne des papiers. À ce moment-là, il n'y a plus aucun problème. On n'a qu'à leur donner 10 000 papiers. Mais en vérifiant un par un les dossiers, vous verrez que très très peu sont des réfugiés politiques. Mais Monsieur Charon, juste si on se rafraîchit un peu la mémoire, Sangatte en 2002, Nicolas Sarkozy alors ministre de l'Intérieur, on fait pas mieux à cette époque-là. On ordonne la fermeture du centre, on crée du coup un afflux vers Calais, des campements de fortune. On renvoie les gens chez eux. Et des campements de fortune. On renvoie les gens chez eux, et là, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont tous revenir à Calais, de toute façon. C'est pas la peine. Et on aura 10 000 dans un an, à nouveau, qui vont revenir. Oui, eux, ils veulent venir à Calais parce qu'ils ont un but dans la tête. C'est pas d'habiter Vendôme, leur but, hein, c'est pas ça du tout. C'est Calais. Bon. Et ils espèrent passer, et ça fait 70, 75 fois pour certains qui n'ont pas pu passer. Mais ils n'ont pas de papier, ces gens-là. On croit rêver ou quoi? Non mais l'enjeu c'était déjà que ça se passe bien aujourd'hui. Pour l'instant, ça se passe bien. Donc je crois qu'il faut quand même s'en féliciter tous. Ensuite, il faudra effectivement sécuriser la frontière.
éviter que ces personnes reviennent en masse. C'est la raison pour laquelle l'État s'engage à mobiliser encore de très importantes forces de police pour évidemment éviter qu'il y ait un retour de population. Puis c'est aussi continuer de lutter contre les filières d'immigration clandestine. On en a démantelé 33 depuis le début de l'année 2016. Donc effectivement, c'est une action d'abord qui a commencé il y a 2 ans en fait, le démantèlement de Calais. C'est pas une opération de com comme ça d'un seul jour. C'est impeccable. D'ailleurs, je vous le disais, à cette ville, on en a accueilli il y a déjà plusieurs mois. Donc c'est une opération qui dure depuis 2 ans. Alors, oui, mais c'est ça le sérieux d'une action politique. C'est une opération qui a démarré il y a 2 ans et c'est une opération là à très court terme aujourd'hui, donc alors qu'il y a encore des centaines de migrants dans ce camp, qui pour l'instant est validée, en tout cas a bien fonctionné. Sauf que effectivement, à moyen terme, à plus long terme, comment ça va se passer, on verra. Et j'allais dire à moyen terme, parlons de ce qui là nous occupe dans les prochains mois. C'est François Hollande, parce que il joue très gros avec cette opération, il joue très gros avec ce démantèlement. François Hollande, on voit bien que on a l'impression d'avoir un président hors course. Il compte beaucoup là sur Calais, mais on voit bien que la semaine, elle va être encore très difficile. Les mois vont être très difficiles. Comment il se positionne là, François Hollande aujourd'hui? Il se positionne à sa place, c'est-à-dire dans l'action. Hein. Vous avez une semaine normale de l'agenda présidentiel depuis 4 ans et demi. C'est s'affronter au réel, et le réel il est dur. C'est Calais, parce que quand on arrive au pouvoir, Calais existe déjà. Mercredi, il y a les policiers. Calais, ça fait 20 ans que ça existe. C'est pas un président normal, c'est pas une semaine normale. Calais, ça fait 20 ans que ça existe. Si, parce que malheureusement, la normalité de cette semaine, c'est son caractère exceptionnel finalement. Les premières semaines n'ont pas été tout à fait normales. Ça c'est sûr. La publication du livre de nos confrères qui a déstabilisé le Parlement et notamment vos amis. Et les chiffres du chômage qui arrivent. Moi, je parle de la réalité des choses. Oui, s'affronter au réel. C'est aujourd'hui démanteler Calais, c'est demain attendre ce que sera le résultat sur le front d'emploi pour voir si ça confirme quoi. La baisse du chômage qu'on enregistre depuis le début de l'année, puisque pour l'instant, sur l'année, le chômage baisse de 0,3%. Formidable. Ça, c'est la tendance sur l'année. C'est pas formidable, mais c'est déjà mieux que ce que vous aviez fait vous. Vous, c'était plus 1 million de chômeurs en plus. Et ensuite, c'est continuer effectivement à s'affronter au réel, parce que qu'est-ce qu'on fait cette semaine aussi? François Hollande recevra notamment les policiers qui marquent notamment une forme d'exaspération. Pourquoi? Parce qu'on paye encore la saignée des effectifs, les 13 000 fonctionnaires de police et de gendarmerie en moins. Alors que, c'est votre irresponsabilité et votre responsabilité aujourd'hui d'en rendre compte. Alors qu'est-ce que vous répondez? Un État policier. Vous voulez un État policier? Non, mais je veux des policiers pour faire la sécurité sur le territoire. Oui. Vous rigolez. Et nous, on les met en juin 2011. En juin 2011. Pourquoi ils sont dehors? Ils n'ont jamais été avec nous en juin 2011. Jamais. En juin 2011, avec votre ami Nicolas Sarkozy. Ni le ministre de l'Intérieur Sarkozy, ni le président Sarkozy. C'est vous qui vous tapez tous ces emmerdements-là. Alors prenez une partie du sombrero et ne partagez pas le gâteau avec nous. Ah non, mais nous, on assume justement et nos engagements et notre responsabilité face au pays. En juin 2011, quand vous et vos amis quittez le pouvoir, 460 élèves en école de police. En juin 2016, 4600. Voilà, c'est ça la réalité. Vous commentez les chiffres comme le ministre de l'Intérieur. C'est des hommes et des femmes qui ensuite sont déployés sur le terrain pour la sécurité des Français. C'est pas des chiffres. C'est nouveau ça que vous soyez pour la sécurité des Français. Pierre Charon, moins 13 000 policiers, c'était quand même sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Oui, il n'y a pas eu la grogne, effectivement, à laquelle on assiste depuis plus d'une semaine maintenant, mais c'était quand même sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Il y a eu zéro. Pas une petite, zéro. Oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas non plus l'attentat. Donc on n'était pas obligé de mettre des policiers un peu partout, avec Vigipirate, avec des moyens énormes pour sécuriser la France et les Français. C'est ça l'histoire. On a fait la RGPP, c'était une réduction de tous les fonctionnaires. On l'a fait partout, il n'y a pas eu d'exception. Et dans l'armée aussi, d'ailleurs. Est-ce que c'était une erreur? Je pense pas du tout, parce que c'était un autre contexte. Certains concurrents de Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, François Fillon, parce que c'est le jeu de la primaire, ça, monsieur Jeudi. Estiment que c'est une erreur. Oui, c'est une erreur. Et les attentats, ils commencent en 2012, malheureusement, à Montauban et à Toulouse. C'est quand même regrettable que vous oubliez pour les victimes. Pourquoi en France, c'est toujours une question de moyens? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un problème, c'est les moyens. L'éducation nationale, ça marche pas parce qu'on manque de profs. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Est-ce qu'on peut dire aussi que les policiers, par exemple, ils consacrent plus de la moitié de leur temps à faire des paperasses, etc. Et que, est-ce que le vrai sujet, c'est faux ce que vous dites là. C'est pas vrai. Mais vous dites les profs, ça sert à rien d'en avoir un nombre écouté. Quand on fait plus de maîtres que de classes, quand on peut dédoubler une classe et faire 2 groupes de 12 gamins plutôt que d'en avoir 24, c'est pas du tout pareil pour le suivi individuel des élèves. Je vous ai pas du tout dit que ça servait à rien. Simplement, si vous voulez parler d'école, moi je m'interroge dans un pays qui dépense 10 milliards de plus que les pays voisins, qui a à peu près le même nombre d'élèves et qui obtient des résultats aussi pitoyables dans tous les classements internationaux. C'est que c'est pas juste un problème de nombre de profs. Quand on dépense 10 milliards de plus et qu'on a des résultats pitoyables, c'est pas juste un problème de qu'avec François Hollande, le premier budget. Mais là encore sur les policiers, ma question c'est est-ce qu'on n'occulte pas les vrais problèmes en se focalisant juste sur le nombre de policiers, même si les réduire était sans doute une erreur?
À l'époque, c'était pas une erreur, parce qu'on faisait des réductions partout à l'époque, parce qu'il fallait tout d'abord les 3% que vous connaissez bien, et qui est difficile à atteindre. Donc on a réduit toute... la RGPP a été de réduire partout. Si on avait dit on garde la police, la gendarmerie et l'armée, c'était impossible de réduire. Mais c'était une autre époque. Et c'est la raison pour laquelle Sarkozy s'en est expliqué, d'ailleurs. C'est quand même ce que promettent aujourd'hui la plupart des candidats à la primaire, de supprimer, alors suivant les candidats, ça va de 150 000 fonctionnaires à 500 000. Bruno, c'est même pire que ça. C'est-à-dire que là, on vient d'entendre que si on voulait faire 7 à 10 milliards d'économies d'euros comme on en a fait, on n'avait pas d'autre choix que de tailler dans les effectifs de policiers, alors que là, on nous promet 100 milliards d'euros d'économies sans toucher aux effectifs de policiers et à la défense. Ça, c'est infaisable. C'est une soirée spéciale Hollande ou spéciale... ça vous j'ai pas bien compris. Non, je rigole parce que... Attendez. Non, c'est les deux. News et compagnie, ça permet de sourire aussi. C'est pas grave. Alors attendez, deux choses. Parce qu'effectivement, je voudrais qu'on revienne à l'essentiel. Moi, j'ai lu, vous allez me dire, Monsieur Denaja, si je me trompe ou pas, à ce stade, le président est très déterminé à être candidat. On parle de François Hollande. C'est dans son cercle très rapproché qu'on dit ça, là, aujourd'hui, dans le Parisien. Ça veut dire quoi? C'est même moi qui parle, je crois. C'est même vous qui parlez. Voilà, c'est ce que j'attendais. Décembre, pour une annonce de candidature, c'est toujours dans les clous? On est toujours sur ce format-là, mais aujourd'hui? Le président, il est déterminé à présider la France jusqu'au bout et pleinement. C'est ce qu'il fait cette semaine. Je crois qu'on voit l'agenda d'un président qui est totalement déterminé à agir au service de l'intérêt général et des Français. C'est ce qu'il fait tous les jours et il n'y a qu'à regarder ce qu'il fait toute la journée d'aujourd'hui, de demain, d'après-demain et toute cette semaine. Donc il va rencontrer les journalistes. Et ensuite, effectivement, il y a, je crois, quand on rencontre le chef de l'État, cette volonté de porter avec fierté l'action qu'il a menée depuis 4 ans et demi. Parce que voyez-vous, nous sommes fiers de l'action que nous avons menée. Moi, je suis fier de pouvoir dire sur ce plateau, effectivement, on parlait de l'éducation nationale à l'instant, que c'est devenu le premier budget de la France. Alors qu'avec M. Charon et Sarkozy, le premier budget de la France, c'était le remboursement des intérêts de la dette. Vous voyez, ça c'est une politique de gauche. Est-ce qu'il maintient son calendrier d'annoncer sa candidature à la primaire en décembre, ou est-ce qu'il accélère, ou est-ce qu'il renonce? Parce qu'au fond, il y a quand même beaucoup de voix socialistes ces derniers jours qui même Ségolène quelle voix explicitement? Malik Bouti. Une voix. Bon, écoutez, pour l'instant, c'est pas très sérieux. Ah non, il y a beaucoup de Malik Bouti derrière. Non, mais il y a d'autres parlementaires qui disent la même chose, vous le savez. Lesquels? Quels noms? Non, il n'y en a pas. Non, pour l'instant, les socialistes, la majorité, un budget qui a été battu à l'Assemblée, qui est mené collectivement. Non, mais au-delà de la personne de François Hollande, ce qui compte, c'est l'action politique que nous menons. Vous voyez, moi ce matin, j'animais un café citoyen à Agde dans ma circonscription. Les gens m'ont parlé de quoi? De compte pénibilité, de la retraite à 60 ans qu'on a rétabli, du compte personnel d'activité, du tiers payant généralisé, des sujets qui les intéressent au quotidien, et pas pour l'instant de ce qui s'apparente à des jeux de microcosme. Le président, il présidera jusqu'au bout et il donnera sa réponse à une candidature ou pas au mois de décembre. Point. Voilà. Donc jusque-là, le reste, c'est des hypothèses, des conjectures. Il y a quand même du monde au portillon, remarquez. Hein. Monsieur Charon, alors on va y venir, il y a du monde au portillon. Peut-être Ségolène Royal, Manuel Valls le loyal, mais on verra dans les prochaines semaines, ainsi qu'Emmanuel Macron. Monsieur Charon, en attendant, Nicolas Sarkozy, ça va pas mieux pour autant. C'est-à-dire que d'un côté, il y a l'indécision... On ne gouverne pas, ne pas non plus avoir les inconvénients de l'opposition. Évidemment, mais... Vous avez entendu François Bayrou ce matin, et d'ailleurs on va l'écouter dans un petit instant. Il était au micro de Jean-Jacques Bourdin. Il soutient Alain Juppé. Écoutez ce qu'il dit quand il parle de François Hollande et Nicolas Sarkozy. Ça sent la panique. Responsable de l'entrée de François Hollande à l'Élysée, il n'y en a qu'un, il s'appelle Nicolas Sarkozy. Parce que c'est Nicolas Sarkozy, par sa pratique, par sa manière d'être, par ses attitudes et par ses gestes, qui a convaincu quelque chose comme 3 millions de Français qui n'étaient pas de gauche, empêcher qu'il soit renouvelé dans son mandat. Alors, ça sent pas très bon du côté de François Hollande, mais ça sent la panique, dit François Bayrou du côté de Nicolas Sarkozy. Les sondages, pardon, ne parlent pas pour vous. Je suis paniqué. Vous êtes paniqué. Voilà. Je suis paniqué quand j'entends François Bayrou parler comme ça. C'est la faute de Sarkozy si on a perdu. C'est un peu curieux. Il a appelé à voter Hollande. Il vote les motions de censure de la droite, mais il fait ça depuis 15 ans. Tout ça pour avoir son petit business, je me présente tous les 5 ans. Et puis après, je rentre à la maison 5 ans, puis je ressors tous les 5 ans, il ressort. Sauf que là, il n'est pas loyal, parce qu'il dit, je me présenterai pas si c'est Juppé. En revanche, si c'est pas Juppé, je me présente. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Comment est-ce qu'on peut dire des choses comme ça? Il est le responsable de l'échec de Sarkozy en 2012. Il dit aussi, et là j'aimerais bien avoir votre réponse, il dit aussi, pour qu'il y ait une telle tribune dans le JDD, le journal du dimanche ce week-end, des Sarkozystes, je sais, contre une alternance molle voulue par le maire de Bordeaux, par Alain Juppé, c'est quand même...
Non, mais attendez, s'il y a une telle tribune dans le JDD, là, à quoi, un mois de la primaire, oui. C'est quand même qu'il y a un souci chez vous. C'est quand même du côté de votre champion. On s'interroge, on doute. Madame Lévy, on alerte avant, en disant, il y a deux façons de procéder pour gouverner. Une droite et le centre efficace avec des projets sérieux, et une droite un peu plus molle, c'est-à-dire avec 100 circonscriptions réservées aux MoDem qui ont voté contre Nicolas Sarkozy en 2012. C'est impossible. Ils ne peuvent pas faire ça. C'est pour ça que la Juppé prend un grand risque si ça veut dire on remet en cause les commissions nationales d'investiture. Elles ont toutes eu lieu, les commissions d'investiture. Si on enlève 100 personnes investies, je demande à mon collègue ce qu'il en pense, pour mettre 100 personnes du MoDem à la place, ça va poser un problème, je vous le cache pas. En entendant M. Charon, en cas de victoire d'Alain Juppé à la primaire, vous allez devoir construire une future majorité avec cette incarnation d'une alternance molle, c'est-à-dire Alain Juppé. Vous devrez. Attendez, ça dépend qui gagne. Ça dépend qui gagne. Ce que je vous dis, quel que soit le gagnant ou la gagnante, nous serons tous sur la même estrade. Ça fait partie des primaires. Hein. Bon, c'est un peu surprenant d'avoir des présidentielles à 4 tours maintenant, mais c'est comme ça, c'est l'air du temps. J'étais pas emballé au départ, mais on s'y met, c'est l'air du temps. Mais en revanche, tout le monde devra se réconcilier. Tout le monde devra se réconcilier. Bien sûr. Et dans votre camp, alors, est-ce que tout le monde va pouvoir se réconcilier? Parce qu'aujourd'hui, il y a François Hollande, pas encore candidat, Ségolène Royal en embuscade, Manuel Valls, n'en parlons pas, Bruno Jeudi. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on nous dit là? Ségolène Royal de retour dans le jeu? Vous connaissez la formule, Nathalie Lévy, on n'est jamais mort en politique. Voilà donc Ségolène Royal, rejetée par les militants PS en 2011, piteusement éliminée dès le premier tour, hissée au moins le temps d'un week-end au rang de présidentiable et peut-être même de sauveur de la patrie socialiste, surtout si François Hollande laisse tomber le flambeau. On sait, on en a parlé ici plusieurs fois, François Hollande, depuis les funestes confidences à nos deux confrères, ça va pas très fort et ça va plutôt de moins en moins bien pour lui. Alors Nathalie, je suis comme vous, j'ai quand même trouvé ça un peu baroque, ça il faut le reconnaître. Pourquoi? Parce que Ségolène Royal, depuis 2012, elle dit soigneusement, à chaque fois, elle repousse toute cette hypothèse de candidature, et a fortiori depuis 2014 et son entrée au gouvernement. Alors c'est vrai, elle a l'expérience d'une campagne, pourrait faire une candidate. 2, elle a un positionnement à gauche qui peut lui permettre de grignoter un peu sur Mélenchon, vous savez, réconcilier les fameuses de gauche irréconciliables. Elle a son image écolo, et puis c'est vrai, après tout, elle pourrait peut-être faire un meilleur score qu'on promet aujourd'hui à François Hollande, voire à Manuel Valls, 14-15%. Alors qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, elle n'est pas dupe, elle dit, évidemment, on cherche quelqu'un pour se sacrifier, il faut vraiment que la situation soit désespérée. Alors, Monsieur Denaja, évidemment, la question je vous la pose. Que dit François Hollande de ce qu'on entend là? Ségolène Royal qui revient dans le jeu. Elle revient dans le jeu. Non mais vous y croyez? Non mais moi, ce à quoi je crois, c'est pas toutes ces hypothèses qui font vendre du papier sans doute. Ce que je crois, c'est que les choses sont très rationnelles. Le président de la République, il porte une politique qui est assumée collectivement, donc notamment par les membres de son gouvernement. Donc, non mais en termes d'espace politique, il n'y a pas d'espace politique supplémentaire pour Ségolène Royal ou Manuel Valls. Ils sortent du même gouvernement qui est dirigé et présidé par François Hollande. Donc ce qui compte, c'est de défendre une politique face à quoi? Face en plus nous. Non mais attendez, avec en face d'un François Hollande plus impopulaire que jamais, dans une configuration qui est quand même plus. Mais il n'y a aucun sondage qui ne donne à d'autres candidats potentiels que lui plus de chances que lui d'être au second. Non, aucun aujourd'hui candidat à gauche. Manuel Valls et François Hollande, c'est à peu près pareil. Non mais aucun. Non mais attendez, ni Mélenchon, ni Macron, ni je ne sais qui. Aucun candidat de gauche aujourd'hui n'est en situation d'accéder a priori, quand on lit les sondages, au second tour. Donc, si vous voulez, non mais les problèmes, ils sont collectifs. Moi, ce que je pense, c'est qu'on va être en capacité d'abord de se rassembler si on est davantage fiers de ce que nous avons fait. Et je crois qu'il y a des raisons de l'être. Et puis en face, nous, Juppé, Sarko, ça nous est indifférent. En privé, on les appelle parfois Thatcher et Karcher. Parce que c'est le même programme. Il y a un programme commun de la droite, d'une droite très libérale, conservatrice. Mais parce que la réponse, vous l'aurez au mois de décembre, et les choses, elles sont faites sur la base d'une rationalité politique et celle d'une action commune et qui sera défendue en commun. Merci. Manuel Valls est le Premier ministre de François Hollande. Merci beaucoup Sébastien Denaja. Merci Pierre Charon, merci à tous les deux d'être venus ce soir. Bruno Jeudi, Emmanuel Le Chypre. Demain sur ce plateau avec Jean-Pierre Raffarin.